Hello, hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder ensemble les 10 questions qui me sont le plus souvent posées sur l'investissement en bourse. Et avant de commencer, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés suite à l'interview que j'avais pu faire avec l'Observateur sur sa chaîne. Vous la retrouverez dessus, donc on parle pendant 3 heures d'investissement, de minimalisme, de relations hommes-femmes. C'est vraiment une interview dans laquelle on a énormément rigolé, lui et moi. Il y a eu pas mal de retours positifs et pas mal de souscriptions à ma chaîne par la suite. Donc bienvenue à vous. Et pour revenir au sujet de la vidéo, on me pose énormément de questions sur YouTube, sur Telegram ou par mail au niveau de la bourse, du minimalisme. Donc continuez à me poser vos questions. Moi, ça me permet vraiment de trouver des sujets de vidéos et ça me permet aussi d'aider ma communauté. Donc je suis là pour ça. C'est mon taf d'être ici et de vous donner des conseils à mon humble niveau. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous avez telle ou telle interrogation, que ce soit dans les commentaires, par mail ou sur Telegram, via le groupe des investisseurs minimalistes. Le lien se trouve dans la description. Et la première question qu'on me pose régulièrement, si ce n'est à chaque commentaire dans les vidéos, que ce soit par Telegram ou par mail, c'est Quentin, qu'est-ce que tu me conseilles pour débuter en bourse? Voilà, j'ai un petit capital, je peux verser 200, 300 euros par mois, qu'est-ce que je peux faire? Alors, à cette question, il n'y a pas vraiment de réponse prédéfinie dans le sens où on est tous différents. C'est-à-dire que moi, ma manière d'investir va peut-être pas vous correspondre. Je n'ai pas la même sensibilité au risque, pas les mêmes objectifs. Moi, j'investis principalement pour un objectif de retraite. L'objectif, c'est d'essayer de prendre ma retraite à 55, 60 ans avec 1 ou 2 millions d'euros sur mon PEA. Donc forcément, on va pas avoir les mêmes objectifs. Et de la même manière, j'ai pas la même sensibilité au risque que vous. On est tous différents. Par exemple, il y a des personnes qui, quand elles voient moins 2, moins 3% sur leur compte en bourse, elles paniquent, elles déclenchent un ordre de vente et elles liquident tout leur portefeuille en disant « Ouais, la bourse, c'est de la merde. Quentin, il m'a raconté vraiment que des bêtises. On peut pas gagner d'argent, c'est tellement risqué. » Et à contrario, on a des personnes qui, quand elles voient moins 20, moins 30% sur une position, elles arrivent à garder leur calme et à garder leur position sur le long terme, ce qui fait qu'elles gagnent de l'argent. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Est-ce que vous êtes une personne anxieuse ou est-ce que vous êtes une personne qui peut absorber ce genre de choc boursier? Et si la réponse est oui à la deuxième question, eh bien la bourse pourrait être un excellent vecteur d'enrichissement pour vous. Mais pour revenir à la question principale, moi je pense honnêtement que chaque débutant, chaque personne qui commence à investir un petit capital, avec des petits versements de 200, 300 euros par mois, vous ne devrez pas trop vous prendre la tête. Vous investissez dans le PEA. La fiscalité est extrêmement avantageuse au bout de 5 ans de détention. Si vous ne faites pas de retrait, on ne paye que 17% d'impôt sur les plus-values et les dividendes à la sortie, une fois que vous retirez vos capitaux. Et en plus de ça, dans le PEA, vous pouvez investir aux États-Unis via ce qu'on appelle des ETF synthétiques. Donc on a des ETF qui répliquent la performance de l'indice S&P 500, à l'indice américain, des 500 plus grosses capitalisations américaines. On a aussi un ETF qui réplique la performance du Nasdaq 100. Ce sont les 100 plus grosses entreprises non financières aux États-Unis. Et après, on a plein d'autres ETF que moi j'aime pas trop au niveau des marchés émergents, l'Allemagne, la France c'est encore pire, voilà. Mais il y a énormément de choses à faire dans cette enveloppe fiscale qui est limitée à 150 000 euros de versement. C'est un plafond qui est quand même difficile à atteindre pour la majorité d'entre nous. Certains arrivent à l'atteindre rapidement parce qu'ils gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois. Mais moi, personnellement, c'est pas mon cas. J'arrive à investir peut-être 1000, 1500 euros vraiment dans les bons mois. Donc voilà, pour les personnes qui commencent, investissez dans un PEA sur des ETF synthétiques ou bien sur des actions individuelles de grande qualité. Il n'y en a pas beaucoup dans le PEA, j'en ai compté peut-être 10 au grand maximum. Donc on a les grands noms comme Hermès, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH. Même si en ce moment la croissance du luxe, surtout au niveau de la Chine, eh bien, elle a tendance à ralentir. Mais il y a beaucoup de choses à faire avec cette enveloppe fiscale et c'est sur ça que vous devriez vous concentrer, les amis. Deuxième question qui m'est régulièrement posée même titre que la première et qui fait une excellente transition, c'est quel courtier choisir pour investir dans un PEA.
Alors c'est vrai qu'on a énormément de courtiers sur le marché, mais tous ne se valent pas. Alors déjà, je vous conseille d'éviter les banques traditionnelles, type Crédit Mutuel, BNP Paribas, Banque Populaire. Les frais sont exorbitants. On est parfois sur du 10-15 euros par ordre de 500 euros. Ça représente beaucoup trop par rapport au montant qui sont investis. Et à long terme, ça va vraiment détériorer votre performance. Donc, évitez vraiment les banques traditionnelles. Maintenant, au niveau des courtiers en ligne, ce que je recommande d'ailleurs, c'est le Bourse Direct. C'est le courtier que j'utilise depuis 2018. C'est le courtier le moins cher qui facture 99 centimes par ordre jusqu'à 500 euros. Donc, si vous mettez par exemple 450 euros, il vous facture 99 centimes de frais de courtage. C'est quasiment gratuit. Voilà, il n'y a pas moins cher sur le marché. Et en termes de choix d'actions et d'ETF, c'est assez bien fourni dans le sens où vous pouvez investir absolument sur toutes les entreprises françaises, certaines européennes qui performent plutôt bien comme ASML Holding, Ferrari, Novo Nordisk. En France, on peut acheter du... Bon, je dis, c'est pas un conseil d'investissement, n'achetez pas ce que je vais vous dire, mais on peut acheter du Pernod Ricard, du Orange. Moi, j'aime pas cette boîte. Nexity, on peut aller sur du ABC Arbitrage. Les choix sont assez importants et on peut vraiment se bâtir une stratégie solide dans cette enveloppe fiscale. Donc pour moi, Bourse Direct, le meilleur courtier pour investir dans le cadre dans un PEA. Ne vous prenez pas la tête. C'est le courtier qui existe depuis le plus longtemps. Ça fait une trentaine d'années qu'il existe. On a pas mal de garanties financières, on y reviendra après. Vous avez un code de parrainage, c'est mon code de parrainage à moi, que vous avez dans les commentaires et vous pourrez bénéficier jusqu'à 200 euros d'ordre offert sur la plateforme. Donc ça fait un petit pactole. N'hésitez pas, vous avez toutes les informations dans la description. Troisième question. Est-ce que Bourse Direct est sécurisé? Est-ce que c'est un courtier de confiance sur lequel on peut aisément investir 150 000 euros? La réponse est oui. La plateforme est agrémentée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui régule les courtiers, les conseillers financiers. Donc, ils font vraiment des audits poussés sur les sociétés pour voir si elles sont de confiance. Donc, ils ont eu cet agrément. Deuxièmement, vous avez une certaine sécurité financière via le FGDR, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui vous couvre jusqu'à 100 000 euros sur vos liquidités si vous avez un compte titre ou un PEA sur Bourse Direct. Par exemple, vous avez 100, 150 000 euros, et bien vous êtes couvert à hauteur de 100 000 euros. Si le courtier fait faillite, il vous rend vos 100 000 euros. Enfin, c'est le fonds de garantie qui vous rembourse les 100 000 euros. Et il y a encore une autre garantie qui s'applique sur les titres à hauteur de 80 000 euros. Donc, dans un PEA ou un compte titre chez Bourse Direct, vos titres sont protégés jusqu'à 80 000 euros. Vous allez me dire, c'est pas énorme, sachant qu'on investit sur le long terme. Normalement, on est censé faire beaucoup plus que 80 000, 100 000, voire même 150 000 euros sur un PEA. Logiquement, hein, si vous commencez tôt, vous pouvez cumuler jusqu'à 2 millions, 3 millions sur votre PEA avec des petits versements de 300, 400, 500 euros par mois. Mais il y a cette garantie effectivement sur les titres, mais il faut savoir que Bourse Direct ne détient pas vos titres, vos actions, vos ETF dans ses comptes. C'est ce qu'on appelle la ségrégation des actifs. Donc ça veut dire que si Bourse Direct met la clé sous la porte, chose qui ne va pas arriver de sitôt, je pense, parce que c'est une boîte qui est largement bénéficiaire, eh bien vos titres et vos actions vous seront restitués. On n'a jamais eu le cas en France de courtiers qui font faillite, donc à voir. Le risque zéro n'existe pas de toute manière, et ça sert à rien de se dire tous les 4 matins, ouais, si Bourse Direct fait faillite, je vais perdre mes fonds. Déjà, investissez, faites de la performance, gardez vos positions, ce sera déjà très bien. Et la quatrième question qu'on me pose régulièrement, ou plutôt on me pique avec ça, c'est pourquoi est-ce que tu investis dans un compte titre ordinaire alors que dans un PEA, tu pourrais avoir une fiscalité beaucoup plus avantageuse. Et effectivement, dans un compte titre, la fiscalité sur les dividendes et les plus-values est de 30% à la revente et à la perception des dividendes, contrairement au PEA où on peut laisser dedans, on peut percevoir des dividendes sans être imposé, on peut faire des plus-values sans être imposé. Donc oui, le compte titre est beaucoup moins avantageux fiscalement. Maintenant, le compte titre, c'est une enveloppe qui vous permet d'investir absolument partout, sur toutes les boîtes possibles et imaginables cotées dans le monde. Et les plus intéressantes sont les actions américaines. Et moi, ce qui m'intéresse personnellement sur les actions américaines, ce sont celles qui payent des dividendes. On a ce qu'on appelle des dividendes aristocrates, des entreprises qui versent des dividendes depuis plusieurs décennies, 20, 30, 40, 50 ans, et qui en plus réussissent à l'augmenter.
C'est le cas de Pepsi, de Coca-Cola, de Procter et Gamble. C'est des valeurs aristocrates, mais ce n'est pas forcément les meilleures valeurs pour commencer à investir quand on est jeune. Et d'un autre côté, on a aussi des valeurs qui ne sont pas aristocrates, qui versent depuis 5, 10, peut-être un peu moins de 15 ans, mais qui augmentent leurs dividendes assez brutalement et qui l'augmente de 10, 15, voire 20% par an, comme c'est le cas pour l'action MSCI. Donc sur ce genre d'entreprise, on peut très facilement, enfin très facilement, peut-être pas, mais il y a des analyses à faire, mais on peut très aisément se constituer une source de revenus passifs grâce aux dividendes croissants. Et au bout de 10, 15 ans, on peut totalement, voire partiellement remplacer son salaire actuel et se la couler douce à Dubaï, dans une cabane, dans le Jura. Vous faites absolument ce que vous voulez, mais voilà, c'est pour ça que moi, j'investis personnellement dans le compte titre. Et en plus de ça, on a aussi des actions qui peuvent surperformer les indices, notamment le S&P 500. Ces dernières années, on a eu Apple qui a surperformé l'indice S&P 500. On a eu Nvidia, on a eu Microsoft, American Express. On a pas mal de boîtes qui arrivent à surperformer l'indice. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle on peut se positionner sur le compte titre, c'est de surperformer les indices. Après, investir sur le compte titre pour des boîtes moyennes qui augmentent pas leurs dividendes et qui font la même performance que le CAC 40 ou le S&P 500, ça sert pas à grand chose. Et encore une fois, ça dépend vraiment de vos objectifs. Si vous voulez remplacer votre salaire et dégager une solide rente grâce aux dividendes, bah, le compte titre c'est parfaitement adapté, mais je le conseillerais en deuxième temps après avoir bien rempli le PEA. Cinquième question, qui revient un peu moins fréquemment que les autres, c'est comment est-ce qu'on peut investir aux États-Unis dans le cadre d'un PEA, sachant que le PEA c'est limité uniquement aux actions françaises et à certaines actions européennes. Eh bien la réponse est qu'on peut investir sur des ETF dits synthétiques, émises la plupart du temps par, même la majorité du temps, voire même tout le temps, par Amundi et BNP Paribas. Comment ça marche un ETF synthétique? Si on prend l'exemple de l'émetteur de l'ETF Amundi, ce qu'ils vont faire pour répliquer l'indice S&P 500 ou MSCI World, ils vont acheter un panier d'actions de substitution de valeurs européennes. Donc ils vont prendre du ASML Holding, du Air Liquide, du LVMH et ensuite ils vont donner ou plutôt échanger ces titres auprès d'une banque dont c'est la spécialité. Donc on a la Société Générale qui fait ça. Ils vont échanger ces titres auprès de la Société Générale qui elle-même va acheter les actions de l'indice S&P 500. Et moyennant une petite commission et ce contrat de swap qui permet cet échange, vous pouvez, vous, en tant qu'investisseur particulier, investir aux États-Unis grâce à un ETF synthétique qui réplique la performance du S&P 500. Et comment on fabrique un contrat de swap? Je n'ai pas la réponse malheureusement. Je vous rappelle que je suis prof de tennis et youtubeur dans la finance. Je ne suis pas ingénieur. Il y a d'autres personnes qui maîtrisent mieux ce sujet de swap, mais vous avez les grandes lignes, la réponse dans les grandes lignes à cette question. Sixième question que je reçois tous les jours aussi. Comment est-ce que tu choisis tes actions? Alors là, si je commence à parler de ma stratégie, je pense qu'on en a pour 10 heures. Vous allez pouvoir revisionner cette vidéo sur 3 semaines. Donc on a pas mal de critères en fait pour analyser les actions. C'est comme une recette de cuisine. Après, une fois qu'on a ces critères, ça va assez naturellement et ça ne change pas radicalement d'une année à l'autre, hein. Mais disons que les premiers critères qu'on va regarder, c'est la rentabilité de l'entreprise. On va par exemple voir la marge opérationnelle, ce qu'elle dégage en opérationnel une fois qu'elle a soustrait tous les coûts des opérations, de l'activité, donc les salaires, les matières premières, au chiffre d'affaires. Ça nous permet de voir si elle est rentable déjà au niveau de son activité. Ensuite, on a la marge nette. C'est ce qui reste à l'entreprise une fois qu'elle a déduit toutes ses charges, donc les salaires, on en a parlé avant, les matières premières, mais aussi tout ce qui est provision, amortissement, quand un actif perd de sa valeur, on va vraiment regarder tout ça, ou encore les frais de justice qu'on va déduire pour avoir cette fameuse marge nette. Donc en fait, c'est vraiment ce qui reste à l'entreprise en pourcentage une fois qu'on a tout déduit, et généralement, des entreprises exceptionnelles, elles ont des marges nettes de plus de 20%. Certaines sont sur du 50, du 60 parce que ce sont des entreprises de services comme Visa, Mastercard, American Express. Donc voilà, c'est un indicateur qui est assez intéressant et qui est important à regarder.
Et pour des entreprises qui sont un peu merdiques, prenez Orange ou vous prenez aussi Engie, on est sur des marges nettes à 3-4%. C'est pas suffisant pour surperformer les indices, ni pour avoir des dividendes croissants. Ensuite, vous pouvez aussi regarder l'endettement. Il y a des indicateurs assez simples, mais ça demande quand même quelques notions de comptabilité. Moi, ce que j'essaie de voir à ce niveau-là, c'est déjà, est-ce que l'entreprise a plus d'actifs que de passifs, c'est-à-dire ce qu'elle possède, est-ce que c'est supérieur à ce qu'elle doit à la banque, aux différents créanciers. On a aussi d'autres ratios comme le gearing ratio. On prend la dette long terme divisée par les shareholder equity. Ça me permet de voir l'endettement sur le capitaux propre. Donc on essaye d'être en dessous des 50%, voire même des 40% pour des actions de très bonne qualité. Et des entreprises lourdement endettées, généralement, hors REIT, les rates et les entreprises immobilières, on est sur des niveaux de gearing ratio supérieurs à 70-80%, et c'est des entreprises sur lesquelles je ne vais pas. Et enfin, on a aussi des ratios de valorisation qui sont intéressants de regarder quand on souhaite se positionner, notamment le PER, le Price Earning Ratio. Cet indicateur, il est bien et il a aussi ses inconvénients parce qu'il mesure la valorisation des entreprises par rapport à leurs bénéfices. Mais les bénéfices, on peut facilement les manipuler en mettant plus de provisions, d'amortissement, mais ça donne quand même un bon indicateur sur la valorisation d'une société. Et vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'un bon PER? C'est une question qui est assez délicate parce que ça dépend des secteurs d'activité. C'est-à-dire que dans la consommation de base, généralement, on va avoir des bons PER, un bon niveau de valorisation, c'est autour des 22, 23, donc du Procter et Gamble, du Coca-Cola, du PepsiCo. 22, 23, ce sont d'excellents PER, et à ce niveau-là, on peut se positionner. Mais aussi, on a d'autres secteurs comme la tech où les niveaux de valorisation sont beaucoup plus élevés parce qu'il y a de vraies attentes en fait sur ces secteurs. Si je prends l'exemple de Microsoft, aujourd'hui, on est sur un PER de 38, voire 39. Sur Visa, on est plutôt correct, on est sur du 32, 33. Et sur Nvidia, par contre, on est à 68, 69 de PER. Et Amazon, il y a 3-4 ans, on était à plus de 90 sur le PER. Donc au niveau de secteur de la tech, je pense qu'il y a un bon PER. C'est en dessous de 40, en dessous même 45, on peut un peu augmenter. Et à ce niveau-là, on peut très facilement se positionner. Et pour terminer sur cette question, il y a énormément d'indicateurs à regarder pour être vraiment sûr de la qualité de l'entreprise et d'être quasiment certain de faire de la performance à long terme. Ça, je le développe dans mon programme Bourse Freedom. Il y a plus de 10 heures de vidéos. Il y a de l'accompagnement personnalisé sur Telegram. Vous pouvez aussi prendre des sessions individuelles avec moi où on parle ensemble de votre stratégie et de ce que vous avez compris ou pas compris. Donc, c'est un programme extrêmement dense où vous allez apprendre absolument tout ce que vous devez savoir sur la bourse. Ça vous fait gagner du temps. Vous n'avez pas besoin de regarder 100 000 chaînes YouTube qui se contredisent. Vous avez vraiment tout dans un seul programme à un prix abordable. Donc pareil, le lien se trouve dans la description si vous souhaitez avoir plus d'informations. Vous pouvez même me contacter par message privé. Septième question. Où peut-on trouver le calendrier des dividendes? Comment faire un calendrier des dividendes avec les actions qu'on a achetées, voir combien on va toucher en fonction des mois, leur augmentation? Alors, il faut savoir que dans le milieu de la finance, on a évolué, c'est-à-dire qu'au début, on faisait de la gestion de patrimoine où tu te faisais enculer par les banques et ton gestionnaire, il te prenait 2 à 3%, c'était la folie. Et ensuite est venu Internet où là, tu peux potentiellement te faire enculer sur des plateformes de suivi, des plateformes de notation, d'actions, des trucs comme ça. Donc il y a vraiment à boire et à manger sur ces plateformes. Il ne faut pas payer trop cher parce qu'honnêtement, ça ne vaut pas le coup. J'ai déjà vu des plateformes où c'est 150, 200 euros le mois pour avoir des informations supplémentaires sur les dividendes ou sur des critères d'investissement. Ça ne vaut absolument pas le coup. Mais il y a des plateformes tout de même qui sont intéressantes. La première qui est gratuite et qui vous permet d'avoir un calendrier des dividendes. Donc en fait, comment ça marche? Vous renseignez vos actions, la quantité, le prix de revient, et ça vous met ensuite un calendrier avec tous les dividendes que vous allez recevoir dans l'année. Cette plateforme, elle s'appelle Rendement Bourse. J'échange souvent avec son créateur qui s'appelle Julien. Je le salue d'ailleurs. Donc Rendement Bourse, hein, vous avez le lien dans la description aussi. Ça vous permet de faire ce qu'on a dit, d'avoir ce calendrier de dividendes. Vous avez aussi un stock screener qui vous permet d'accéder, de filtrer les meilleures actions à dividendes. Et c'est une plateforme que j'ai utilisée à mes débuts, que j'utilise toujours sur certains portefeuilles. La plateforme
plateforme est totalement gratuite et je vous invite vraiment à l'essayer. Et la deuxième plateforme qui cette fois-ci est payante, c'est Snowball Analytics. Je ferai une vidéo entière sur cette plateforme qui est vraiment intéressante, qui est vraiment géniale je trouve. On a les mêmes fonctionnalités que Rendement Bourse, à savoir le calendrier des dividendes, les stock screeners en plus avancé où on peut vraiment choisir les meilleures actions. Mais en plus de ça, il y a un truc intéressant sur Snowball Analytics, c'est que ça nous donne une note du dividende sur 100, c'est-à-dire que 100 étant la meilleure note, 0 la pire note. Vous renseignez dans la barre de recherche l'action que vous souhaitez, dont vous souhaitez avoir les informations sur le dividende et ça vous sort une note. Si on prend par exemple l'action Microsoft, hein, qui est une excellente entreprise sur le plan fondamental et du dividende, on a une note de 98 sur 100. Donc ça permet en un clin d'œil d'avoir une information sur la sûreté du dividende et on peut se positionner comme ça de cette manière, même si je vous conseille de faire une analyse complémentaire, une analyse fondamentale complémentaire. Autre fonctionnalité intéressante sur Snowball Analytics, vous pouvez faire des backtests, c'est-à-dire que vous renseignez vos différentes actions dans votre portefeuille et vous pouvez voir si sur les 10, 15, 20, 30 dernières années, vous avez surperformé les indices, notamment le S&P 500. Donc on peut choisir tous les indices possibles et imaginables, on peut prendre le Nasdaq, le S&P 500, le CAC 40, le DAX, et ça permet vraiment de voir si ça vaut le coup de se positionner sur telle ou telle entreprise si on veut surperformer les marchés. On a encore d'autres fonctionnalités qui sont assez intéressantes, hein, comme les fondamentaux sur 10 ans. Vous avez l'évolution du chiffre d'affaires sur 10 ans avec des graphiques. Pareil pour les résultats nets, pareil pour les free cash flow. Donc c'est une plateforme qui est vraiment très intéressante, pluridisciplinaire. On peut voir pas mal de choses sur les dividendes. Et le prix reste très raisonnable. Pour un plan standard, vous avez 80 € à payer tous les ans. C'est pas grand chose, hein, c'est moins qu'un abonnement Netflix, sachant qu'ils ont augmenté les petits cochons. Mais 80 €, voilà, c'est pas énorme. Par contre, si vous avez un petit portefeuille, que vous commencez avec 2000, 3000 €, ça sert à rien d'aller sur ce genre de plateforme. Gardez plutôt ces 80 € pour investir et faire grossir votre portefeuille. Par contre, quand vous commencez à avoir 30, 40, 50 000, voire plus de 100 000 €, ça peut valoir le coup effectivement de souscrire à un abonnement sur cette plateforme et ça va vraiment faciliter votre travail de recherche et le suivi de vos dividendes. Comme je suis partenaire de Snowball Analytics, vous avez un code dans la description où vous pouvez avoir 10% de réduction sur votre abonnement annuel ou mensuel en fonction de ce que vous choisissez. Et je percevrai naturellement une commission qui sera réinvestie intégralement en bourse. Ça ne va pas servir à acheter des Lamborghini ou des Rolex. 8e question, sur quelles actions investir? Qu'est-ce que je dois acheter? Alors là, j'en reçois tellement des questions comme ça sur Telegram, sur YouTube, c'est la folie. Et là, je vais être assez clair, les amis. Je vous dirai jamais investis sur telle ou telle action. Prends du Microsoft, prends du Apple, prends du Nvidia, c'est un peu de la merde en fait, ce genre de réponse. J'aime pas trop si vous voulez, parce que ça va vraiment dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de vos standards au niveau de l'analyse fondamentale. Est-ce que vous pouvez vous satisfaire d'un 5% de marge nette, d'un 10, d'un 15, d'un 20? Ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi de la volatilité. On a des actions qui ont un bêta élevé, c'est la sensibilité par rapport au marché. Par exemple, avec un bêta de 2 sur une action, eh bien l'action, elle va varier 2 fois plus que l'indice de référence. Donc quand l'indice il va faire plus 10, l'action va faire plus 20, mais quand l'indice va faire moins 30, bah, l'action va faire moins 60. Le risque est différent en fonction des personnes. En plus de ça, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, si je te dis d'investir sur Nvidia, ce serait, comment dire, ce serait malhonnête de ma part parce que je ne sais pas si tu veux faire de la capitalisation, si tu veux battre tes indices, si tu veux faire des dividendes. Et dans les dividendes, on peut encore décortiquer. Est-ce que tu veux faire des dividendes croissants pour avoir un complément de revenus dans 10, 15 ans ou est-ce que tu veux des revenus tout de suite? Donc, c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre. Alors, bien sûr, je fais des analyses d'actions sur ma chaîne, mais plus par pédagogie, dans un but pédagogique, c'est-à-dire que je montre ma méthode d'analyse, mais en aucun cas je vais vous dire achète telle ou telle action. Et en plus de ça, le fait de ne pas savoir analyser vous-même les actions, eh bien vous êtes dépendant d'une personne. Et c'est pour ça qu'on a énormément d'investisseurs qui souscrivent à des abonnements à plus de 200 €, 300 € par mois, juste pour avoir des listes d'actions à acheter. Ne vous faites pas avoir, essayez de développer votre propre méthode d'investissement. Moi personnellement, l'investisseur minimaliste, je peux vous accompagner. J'ai une seule formation. Il n'y a pas d'abonnement, c'est-à-dire que c'est une seule formation à un prix très raisonnable. Le prix, je l'ai fixé en fonction du montant moyen que les gens peuvent mettre tous les mois. Vous payez une fois, vous avez accès à la méthode d'analyse,
Tous les ans, j'analyse les différentes actions qu'on a vues ensemble dans la méthode et je les mets à jour. Donc, il y a plus de 50 actions disponibles sur les fiches. Et comme ça, voilà, vous avez votre indépendance et vous n'avez pas besoin de payer des abonnements dans tous les sens. Faites vraiment attention. Et ça m'énerve vraiment de voir des créateurs de contenu sur YouTube qui disent 3 actions achetées en novembre, 4 actions achetées en décembre. Gardez bien à l'esprit que comment ils gagnent leur vie sur leur abonnement et sur la publicité YouTube. Donc, plus vous consulterez leurs vidéos et plus ils gagneront d'argent. Donc, vraiment, vraiment comprendre cette chose-là et essayer d'être indépendant sur les marchés, les amis. 9e question qui, cette fois-ci, m'a été posée une seule fois. Je vous la lis, elle est très intéressante. Question de Thomas. Quand tu as dit qu'avec 500 000 euros, tu peux être rentier, si demain tu as 200 000 euros par exemple, car tu as vendu ta maison et que tu mets tout en bourse, qu'est-ce que ça pourrait dégager comme dividende, une telle somme selon toi à court terme? Donc en gros, Thomas, il veut vendre sa maison qui est estimée à 200 000 euros et il souhaite tout investir en bourse. Alors déjà, qu'est-ce que je pense de ça? Alors je pense que c'est extrêmement dangereux parce que une maison, effectivement, ça rapporte pas d'argent, c'est pas vraiment un actif à proprement parler, il n'y a pas de cash flow, mais par contre, c'est une sécurité. Si ta maison, elle est déjà remboursée aujourd'hui, Thomas, ne t'emmerde pas à la vendre pour investir en bourse. Tu habites quelque part, tu ne payes rien, si ce n'est peut-être des charges de copropriété, l'électricité, l'eau, la taxe foncière et compagnie. Mais si ta maison est déjà payée, ne t'amuse pas à la vendre. C'est totalement fou. La maison, pour moi, c'est vraiment une forme de liberté financière et c'est quelque chose que je vais faire dans les prochaines années. Est-ce que ce sera une maison, un appartement? Je ne sais pas. Mais pour moi, le fait de me dire j'habite quelque part et j'ai déjà tout remboursé, bah ça vaut quasiment autant qu'un PEA ou un compte titre à 300-400 000 euros. Mais si on répond à la question de Thomas, 200 000 euros, on peut l'investir effectivement dans une stratégie de dividende sur des actions à haut rendement. Et généralement sur des actions à haut rendement comme Altria, EPD, Enterprise Product Partner pour les intimes, on peut avoir un rendement de 7 à 8% sur le dividende brut, hein, je dis bien. Donc sur 200 000 euros, 7% de dividende, ça fait 14 000. 14 000 euros de dividende brut, auquel il faut soustraire la flat tax. Donc on est à 9 800 euros de dividende net. Et sur 12 mois, 9 800 divisé par 12, je fais juste le petit calcul. On est sur 816 euros par mois. Donc c'est pas un montant qui va te permettre de vivre ni de payer tes charges. Donc pour vraiment être libre financièrement, il faut viser un 2000-2500 euros. Et le capital nécessaire, à mon avis, pour vraiment être rentier avec les dividendes et être tranquille, il faut avoir du 400 000, 450 000 euros investis. Et 10e question, sur laquelle je ne vais pas du tout m'attarder, c'est est-il rentable d'investir sur les crypto-monnaies en ce moment? Alors en ce moment, oui, forcément, le Bitcoin a atteint le sommet historique de 90 000 dollars ou euros, je sais plus, je suis pas ce truc. Oui, tu peux gagner de l'argent sur les crypto-monnaies, ça ne fait pas de doute. Mais moi personnellement, je n'y vais pas. Je trouve que c'est de la merde, pour être honnête avec vous. C'est pas un investissement sérieux, sans déconner. Moi, j'entends des fois des gens, des caissiers, des magasiniers, même mon coiffeur, il m'a parlé de crypto-monnaie. Ça, c'est un énorme red flag. D'ailleurs, à Wall Street, il y a un dicton qui dit quand ton chauffeur de taxi commence à te parler d'une action, c'est le moment de la vendre ou de ne pas l'acheter. Donc non, les crypto-monnaies, j'y vais pas. Pour moi, ça n'a pas de valeur intrinsèque. J'arrive pas à savoir combien ça vaut. C'est-à-dire qu'une action, tu arrives à peu près à savoir combien elle vaut grâce aux multiples de valorisation, le price to cash flow, le PER. On peut aussi regarder les capitaux propres pour voir si on est vraiment survalorisé par rapport à ça. Mais une crypto-monnaie, ça produit rien. Il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de brevet, il n'y a rien du tout en fait, hein. C'est juste de la spéculation. Et les personnes qui achètent du Bitcoin, elles attendent qu'un autre abruti achète du Bitcoin au-dessus pour que ça monte. Donc pour moi, non, les crypto-monnaies, c'est pas un investissement sérieux. Si vous voulez peut-être diversifier et faire quelques petits trades, un peu de trading là-dessus, pourquoi pas, quand vous avez un gros capital et que vous vous emmerdez tellement avec les ETF, oui, c'est une possibilité, mais je ne le recommande absolument pas et je serai très ferme sur cette question. Et enfin, la 11e question, je sais qu'il y en avait 10 prévues. C'est une question qu'on me pose souvent, mais qui a rien à voir avec la bourse. On me demande, Quentin, c'est quoi ton classement au tennis, ton meilleur classement au tennis? Eh bien, mon meilleur classement, c'était 2-6. Voilà, pour les personnes qui connaissent. 2-6, c'était déjà, ouais, j'ai 28 ans, c'était il y a 13 ans. Donc à l'âge de 15 ans, j'étais 2-6 et je suis plus jamais remonté. C'est un bon classement au niveau régional et ça permet de bien s'amuser, de faire quelques
quelques frappes sympas sur le terrain. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vidéo assez longue comme d'habitude, hein. Moi j'aime bien rentrer dans le détail, pas trop de montage, rester naturel avec vous, donner de la valeur, de répondre à vos questions tout simplement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like. Et si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires les amis. Et pour les personnes qui souhaitent commencer à investir en bourse, d'avoir les bases, hein, juste les bases, eh bien vous avez le programme offert qui est dans la description. C'est 3 vidéos où vous apprenez les bases de la bourse. Et pour les personnes qui veulent vraiment passer à un niveau supérieur, vous avez le programme Bourse Freedom. Le lien est également dans la description. Et pour terminer, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne journée, bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures financières. Ciao, ciao les investisseurs.